Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 25 juillet et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera... Mais il n'y a pas un truc qui craque au sein du Nasdaq? On pourrait croire que non. En effet, en ce vendredi 25, le Nasdaq inscrit un troisième record absolu en 5 séances, le 6e en 8 séances. La hausse funiculaire du Nasdaq semble inexorable. D'ailleurs, sur les 12 dernières semaines, le Nasdaq a progressé à 10 reprises et on n'a que des mois de hausse, évidemment, depuis avril. Quel contraste avec le CAC 40 qui ce matin rouvrait à 7770, c'est-à-dire exactement au point près. Son niveau du 2 mai à la clôture, 12 semaines de stagnation du CAC 40 qui accuse maintenant un retard de performance de plus de 15% par rapport au Nasdaq sur cette période de 3 mois. Donc ça y est, de nouveau, les flux sont littéralement aspirés par le Nasdaq avec une prééminence des titans de la cote, les fameux 7+1 fantastiques. Tesla pourrait d'ailleurs ne pas tarder à en sortir du club des 1000 milliards, donc elles seront de nouveau 7. Mais ce que l'on observe cette semaine, c'est ce fameux craquement du côté des semi-conducteurs. Bon, alors c'est vrai que à Paris, on a été servi, bien sûr, avec les moins 16,5 de ST Micro mercredi. On avait eu auparavant un véritable trou d'air de moins 8% sur ASML. Et puis aujourd'hui, c'est Intel qui perd 10%. Intel qui, tenez-vous bien, pourrait sortir de l'industrie de la fonderie de puces, ce qui est quand même historiquement sa raison d'être. Et puis on voit également des véritables fusées haussières, des champions de la performance depuis le 7 avril qui connaissent des contre-performances assez surprenantes comme Chartercom qui perd moins 18%. Bon, hier on avait Tesla à moins 9%, mais quelque part c'était un petit peu attendu. Donc vous avez quand même un Nasdaq qui arrive à battre de nouveaux records malgré ce genre de trou d'air, de chute libre. Ça prouve bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. D'ailleurs, les 3 derniers records du Nasdaq ont été obtenus alors que le nombre de titres en repli était supérieur au nombre de titres en hausse. Voilà, donc on a ce qu'on appelle un breadth, une assise de la hausse qui est de plus en plus étroite. Autrement dit, on a un marché de plus en plus malsain, mais qui choisit obstinément la fuite en avant, même si les résultats trimestriels démontrent que le rythme de croissance des bénéfices recule. Eh bien, on ne veut pas reculer du côté des indices boursiers. D'ailleurs, même le S&P serait en train de battre un nouveau record. On est à 6380, voilà, on égale le plus haut en séance de jeudi. Et nous avons un S&P 500 qui gagne 31% quand même depuis le 7 avril dernier, ce qui constitue une des performances les plus spectaculaires sur 3 mois au XXIe siècle. Alors, je me demande si ce n'est pas la plus spectaculaire. Quant au Nasdaq, à l'instant à 23 270, eh bien, il est à plus 41% de hausse, oui, depuis le 7 avril. Vous comprenez donc que là, si ça corrige, ça risque de faire très mal. Et quel type de correction pourrait-on redouter? Exactement ce à quoi on a assisté sur ASML, sur Intel, sur ST Micro, c'est-à-dire d'un seul coup des moins 7, moins 8, moins 10%. Qui sait? Alors, Wall Street arrive quand même aujourd'hui à se hisser vers de nouveaux records et le doit probablement à Donald Trump, puisque celui-ci a, semble-t-il, enterré la hache de guerre avec Jérôme Powell jeudi soir. Et oui, peu après la clôture de Wall Street, vers 22h30, on se disait, oulala, il va y avoir du clash
entre Trump et Powell. Il va visiter le chantier de la Fed, un chantier pharaonique à plusieurs milliards. Trump va certainement accuser Powell de gaspiller l'argent du contribuable, de se comporter comme l'empereur des banquiers centraux. Bon, finalement, ça s'est très bien passé. Powell a d'ailleurs corrigé le coût annoncé par Trump, qui était probablement un peu surévalué, ou alors ils se sont trompés de documents. Et Trump a déclaré il n'y a pas de tension avec Jérôme Powell, j'ai d'ailleurs pas de motif de le virer. Le licencier, ça serait d'ailleurs une affaire compliquée, et je n'ai pas de motif de le faire. Et j'espère que les travaux de la Fed vont être menés à bien et à leur terme. Bref, c'était vraiment peut-être pas la grande réconciliation, mais en tout cas, il y avait un vrai message à adresser au marché financier. Bon, allez, Powell, il ira au bout de son mandat, mais il va faire le nécessaire. Et là, c'est peut-être un vœu pieux parce que Donald Trump, lui, veut des taux à 1%, alors qu'ils sont actuellement à 4,25, 4, 50%. On voit mal Jérôme Powell arriver à baisser les taux de 350 points de base d'ici le mois de mai 2026. Or, Trump veut que le dollar continue de baisser. Non seulement il inflige des droits de douane, on ne sait pas, ça sera peut-être 15, peut-être 20% à l'Europe, mais si en plus de ça, le dollar perd 20%, ça veut dire que 20% de droits de douane plus 20% de baisse du dollar, ça veut dire que la compétitivité des États-Unis a été accrue quasiment mécaniquement de 40%, ce qui est littéralement mortel pour quiconque commerce et a les États-Unis comme concurrent. Bon, les Japonais, ils savent, voilà, c'est 15%, plus 12% de baisse du dollar. Ça leur fait déjà 27% de compétitivité perdue. J'en ai parlé de cette fameuse capitulation du Japon. Alors, est-ce que l'Europe va se coucher ou va dire, d'accord, ok, 15% de droits de douane, 20% de droits de douane, nous on fait pareil. Là, ça serait véritablement le début d'une vraie guerre commerciale qui ne ferait que des perdants. Mais quand on a affaire à une guerre, à un moment, celui qui finit par tout se prendre dans la figure, c'est celui qui a commencé la guerre s'il n'est pas capable de la terminer et qu'il se fait littéralement balayer parce que les États-Unis, ça ne pèse plus aujourd'hui que 19% du commerce mondial. C'est moins que les BRICS, qui sont à pas loin de 40, et les États-Unis viennent peut-être de scier la branche sur laquelle ils étaient assises. Et une branche, quand on la coupe, elle peut chuter brutalement, et c'est également ce que l'on peut redouter pour les indices américains, sans les locomotives que constituaient les valeurs des semi-conducteurs. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.